Nous sommes plus de 3000 journalistes dans le forum de reportage sur les crises mondiales du Centre international pour les journalistes basé à Washington. Je me réjouis de cette communauté de journalistes qui grandit de jour en jour et qui participe chaque semaine aux webinaires, ateliers et divers événements que nous organisons. Je suis Kossi Balao, le directeur de ce forum. Aujourd'hui, je vous accueille à notre 126e webinaire consacré aux outils pour optimiser le référencement du site web de votre média. Notre métier en tant que journaliste est de collecter, vérifier, trier, hiérarchiser et recouper l'information, leur donner du sens et du contexte. Mais comment faire en sorte qu'une fois que nous avons fini ce travail et mis en ligne notre production, que les lecteurs puissent facilement trouver notre site et notre article dès qu'ils effectuent une simple recherche dans le moteur de recherche de Google. Pour cela, il faut un prérequis, accroître la visibilité de votre site sur Google. Mais comment cela se fait-il? Publier une dizaine d'articles par jour permet-il d'être mieux référencé dans les moteurs de recherche? Quel est l'avantage d'optimiser son référencement si vous êtes un propriétaire de médias qui possède une existence numérique et que ce média a une mauvaise audience? L'un des premiers pas à faire est de chercher à améliorer le positionnement de votre site Internet. L'optimisation de votre site Internet a plusieurs avantages. Elle vous permet de gagner plus d'audience parce que les médias ont besoin d'audience. Pas une audience fiable, faible et instable, mais une audience en constante évolution. Une audience fidèle qui consomme ces contenus. Et plus vous avez de l'audience, plus vos contenus sont lus, plus vous avez des chances d'accroître votre rentabilité et d'avoir un fait non moins important, une longueur d'avance sur vos concurrents. Mais la question, c'est comment s'y prendre? Quels sont les outils qui vous permettent de comprendre les centres d'intérêt de vos lecteurs et de mieux leur offrir les contenus qui répondent à leurs besoins? Quels sont les outils qui vous permettront d'analyser, d'augmenter votre visibilité et aussi le classement de vos pages dans les résultats de recherche de Google et des autres moteurs? Vous aurez toutes les réponses au cours de ce webinaire pour lequel nous avons l'honneur et le privilège de recevoir Monsieur Daniel Roche. Il est expert SEO et WordPress, fondateur de l'agence SEO nantaise SEO Mix. Il est consultant SEO et WordPress. Il est créateur de SEOKey, je crois avoir bien prononcé ce nom-là, auteur du livre Optimiser son référencement WordPress. Daniel donne régulièrement des formations sur WordPress, le référencement naturel, le web marketing et les web analystes auprès des professionnels et auparavant dans différentes écoles. Il est depuis 2009 certifié Google Analytics Individual Consultant, une certification de maîtrise de l'analyse et du paramétrage de fond en comble de Google Analytics et du trafic de vos sites web. C'est un plaisir pour nous de vous accueillir, Monsieur Daniel Roche. Merci d'avoir accepté notre invitation pour participer à ce webinaire qui est destiné aux journalistes propriétaires de médias. Bonjour. Bonjour, merci pour l'accueil et merci pour l'invitation aussi. C'est nous qui vous remercions d'avoir accepté de partager votre expérience avec nous. Nous, on est journalistes. Notre métier, comme je viens de le dire, c'est de collecter l'information. Mais dans le domaine du référencement, vous êtes un expert. Mais dites-nous, comment ça a commencé? Comment avez-vous débuté en tant que expert en référencement naturel? Est-ce que depuis l'enfance, vous aviez eu cette passion ou c'est venu plus tard? Alors c'est venu plus tard, en fait, moi j'ai fait des études en langue étrangère appliquée, donc plutôt dans de la traduction et puis après en école de commerce. Et en fait, c'est mon premier job, dans une agence immobilière dans lequel en fait, j'étais la personne qui avait le plus de compétences en informatique. Et donc on m'a redonné le site web en me disant: «Bah tiens, débrouille-toi avec». Et puis donc de fil en aiguille, j'ai compris que le référencement naturel, ça pouvait être un vrai levier pour attirer des visiteurs. Et donc, bah, j'ai testé en fait comme beaucoup de référenceurs, on a testé, on a creusé, on s'est formé, et puis, bah, après maintenant ça fait, maintenant 15 ans que je travaille dans le web et donc, quasiment 15 ans que je fais du référencement naturel. Est-ce que c'est facile d'être expert dans ce domaine? Alors, paradoxalement oui, c'est pas si compliqué que ça, par contre ça prend du temps. C'est-à-dire que, comme dans plein de métiers, il y a plein de choses à savoir et plein de choses à connaître. Donc il faut des années pour être vraiment bon, mais en soi c'est pas si compliqué que ça. N'importe qui peut devenir référenceur. Entrons dans le vif de ce webinaire. Est-ce que vous pouvez nous montrer déjà pour commencer comment optimiser le référencement du site web de son média? C'est quoi le Eh premier pas beh, à faire? alors il y a plein de choses. Ce que je vous propose, c'est que je vais partager aussi mon écran. Bien Comme sûr. ça, en même temps, je vais pouvoir vous montrer. Je vais faire un peu en mode, voilà, en mode, comment ça s'appelle?
démonstration avec des exemples au fur et à mesure OK. que je vais parler, Je dois vous nommer animateur pour que vous puissiez le faire. le partager. Ouais. Alors, est-ce que je peux Je crois que là, partager c'est parfait. maintenant? Partager l'écran ici. Est-ce que vous voyez mon écran? Parfaitement bien. Parfait. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on revienne vraiment à tout, au b.a-ba et à la base de ce qu'est le référencement naturel, de comment ça fonctionne, de ce à quoi il faut que vous pensiez. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va faire qu'un contenu, quel qu'il soit premier dans un moteur de recherche? Je prends un exemple, je vais aller dans Google et je vais taper, je sais pas moi, tablette de chocolat, par exemple, pour prendre un exemple précis. Qu'est-ce qui va faire aujourd'hui que, là, dans ma recherche que vous voyez, que le site Carrefour est le premier résultat naturel qui apparaisse? Il faut savoir qu'en référencement naturel, vous avez, si je simplifie, 3 grands piliers. Vous avez un aspect purement technique. Donc là, c'est est-ce que le code de votre site est correctement compréhensible? Je vais revenir. Il y a la partie contenu et sémantique. Donc, est-ce que j'ai écrit un article, une page, une fiche produit, un article d'actualité qui est pertinent aux yeux d'un moteur de recherche? Et enfin, la popularité. Est-ce que j'ai d'autres sites internet qui font des liens vers moi, qui parlent de moi, qui font référence à mes différents contenus et mes différentes pages? Ça, c'est les 3 grands piliers classiques du référencement naturel. Et imaginons que je sois Google. Alors, je m'appelle Google, j'arrive sur votre site, qu'est-ce qui va faire que moi, en tant que moteur de recherche, je vais considérer votre site comme étant le meilleur? Si je prends le site de Carrefour, pour prendre juste cet exemple-là sur la tablette de chocolat, quand vous arrivez sur une page web, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que le moteur de recherche, ce qu'il va voir, ce n'est absolument pas ce que vous voyez en tant qu'être humain. Le moteur de recherche n'a pas de la vision humaine et ne va donc pas voir ce que vous voyez ici. Ce qu'il va voir, lui, c'est le code source, ce qui s'affiche ici. Donc, des lignes de code, des lignes de code, des lignes de code. Pourquoi j'en parle? C'est juste parce que c'est un point qui est important et qui ne dépend pas de vous, journaliste, ou rédacteur de contenu. C'est-à-dire que, parfois, vous allez écrire un article, un sujet qui va être passionnant, qui va être bien rédigé, bien optimisé pour les moteurs de recherche, mais votre site a un problème technique et ce problème technique va empêcher le moteur de recherche de comprendre correctement votre contenu. Donc, la base de la stratégie, SEO, de la stratégie en référencement naturel, c'est bien d'avoir un site qui techniquement soit correctement conçu. Même si ça ne dépend pas de vous, dites-vous que c'est la première étape pour faire le travail correctement. Ensuite, la deuxième chose qui est importante à garder en tête, et ça, faites très attention à ça, c'est la réponse aux besoins. Je vais revenir dans le moteur de recherche, je vais aller sur ma recherche tablette de chocolat. Quand je tape tablette de chocolat, il y a une question à vous poser, c'est moi, internaute, qu'est-ce que je recherche? Qu'est-ce que l'internaute qui tape cet élément-là va vouloir savoir sur la tablette de chocolat? Quel est son besoin? Quelle est sa problématique? Si vous traitez de sujets d'actualité, donc là, je prends l'exemple de l'actualité française récente, Éric Dupond-Moretti, donc le ministre actuel, le garde des Sceaux, français qui, vient de sortir de son procès. On va être sur la même problématique. C'est-à-dire que si aujourd'hui un internaute tape Éric Dupond-Moretti, quel est son besoin? Quelle est sa problématique? Quelle est son intention? Est-ce qu'il veut avoir des informations juste sur qui est Éric Dupond-Moretti? Est-ce qu'il veut avoir des informations sur l'actualité récente liée à ce ministre? Et cetera, et cetera. Donc la réponse aux besoins, le contenu va être hyper important. J'y reviendrai après, mais ça, c'est mon deuxième pilier. C'est-à-dire que si aujourd'hui, je veux apparaître premier sur l'expression Éric Dupond-Moretti, il faut que je réponde à l'intention de recherche, il faut que je sois dans les petits souliers de Google pour pouvoir apparaître. Et le troisième point qui est important aussi, ça va être le fait que d'autres sites parlent de moi. Plus des sites internet dans le monde vont faire des liens vers mon site internet, vers mes articles, vers mes sujets, vers mes pages, plus ça va donner du poids à mon site internet. Et donc, quand vous allez rédiger du contenu, il va falloir jouer avec ces 3 piliers. La partie technique en amont, le contenu, donc ça c'est un travail qui va être quotidien, et ensuite amener de la popularité vers votre site internet au fur et à mesure pour lui donner de plus en plus de poids. Donc moi, ça c'est on va dire le b.a.-ba. Il y a un quatrième point qui est à prendre en compte aussi, qui est des fois souvent sous-estimé, c'est ce qui va être l'expérience utilisateur et qui est de plus en plus utilisé par les moteurs de recherche, c'est-à-dire le fait que les internautes interagissent avec votre contenu. Il faut savoir que les moteurs de recherche comme Google ont plein d'outils qui leur permettent de récupérer de la donnée sur le comportement des utilisateurs. C'est-à-dire qu'ils vont traquer ce que l'utilisateur fait dans le moteur de recherche
Il va aussi traquer ce que font les utilisateurs via le navigateur Google Chrome. Et en fonction de ces données-là, il va affiner aussi son classement et le positionnement des différents résultats. Et donc, ça sous-entend un point qui va être très basique, hein, mais c'est quand vous allez rédiger votre contenu, il va falloir être le plus pertinent possible. Il va falloir essayer de fidéliser l'internaute. Il faut lui donner envie de cliquer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir une optimisation terre à terre sémantique, mais il faut avoir une vraie intention d'être la référence, d'avoir le contenu qui soit le plus exhaustif, le plus complet, le plus pertinent, le plus intéressant pour l'internaute et pour l'utilisateur final. Et déjà, si juste vous faites ce travail-là et de vous dire, si aujourd'hui j'écris un article sur un sujet précis et que votre objectif c'est d'être le meilleur contenu, en tout cas le plus pertinent par rapport aux besoins de l'internaute, vous ferez déjà mieux que la plupart des contenus qui sont rédigés sur le web. C'est parce que les gens, en général, ont tendance à écrire des articles très rapides qui vont pas assez dans le détail. Jusque-là, on est sur la base. Maintenant, la question, c'est aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait en sorte de analyser le référencement d'un site et de savoir ce qu'on doit faire et ensuite comment on optimise un contenu. Alors, je vais vous montrer un peu la démarche qu'on a, nous, à l'agence. Si jamais il y a des questions, n'hésitez pas à m'interrompre, il n'y a pas de souci s'il y a des choses qui sont pas claires. Donc, l'idée, c'est de se dire, comment est-ce que j'optimise un site? Je vais prendre tout simplement le site justement du Centre international pour les journalistes en exemple. Aujourd'hui, imaginons que je sois référenceur pour ce site internet-là et je me dise, je vais vouloir améliorer son référencement naturel. Étape numéro 1, je vais me dire, où est-ce qu'on en est en référencement? Est-ce qu'il y a beaucoup de travail? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de travail? Est-ce qu'il y a des choses que je peux améliorer? Ce travail que je fais, vous pouvez le faire avec n'importe quel site internet. L'idée, c'est de voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors, je préfère juste donner une précision qui va être un peu frustrante. Malheureusement, vous aurez forcément besoin d'outils. Certains qui sont payants, certains assez chers. Mais en fait, sans ces outils-là, vous n'aurez pas les données nécessaires pour pouvoir travailler correctement. Je vous donne un exemple d'un outil qu'on utilise très souvent à l'agence qui s'appelle SEMrush. SEMrush, c'est un énorme outil qui va faire de l'analyse en référencement naturel, mais aussi sur du référencement payant, sur de l'analyse de sites, etc. Et le principe, il est simple. Quand vous avez un compte SEMrush, vous prenez le site qui vous intéresse, donc là, moi, je prends celui-ci, et vous lui demandez tout simplement d'aller l'analyser. Donc là, aujourd'hui, je n'ai aucun accès au site concerné. C'est-à-dire que je suis d'un point de vue externe, je vais lui dire, bah, tiens, j'aimerais bien savoir où est-ce qu'on en est en référencement naturel. Ils vont vous donner plein d'outils, plein de graphiques, plein de données, etc. Moi, je vais aller juste sur un menu qui m'intéresse aujourd'hui pour le webinaire. C'est le menu qui concerne la recherche qu'on appelle organique, le référencement naturel. Savoir aujourd'hui sur quels mots-clés ce site internet apparaît. Alors, vous aurez une magnifique courbe comme ça, de l'ensemble du nombre de mots-clés sur lesquels le site est présent quand l'internaute fait une recherche. Et aujourd'hui, il me dit que sur des requêtes aux États-Unis, le site apparaît sur 4500 expressions différentes. Et vous aurez dans ce type d'outil, donc dans celui-ci ou dans d'autres, la liste complète de tous les mots-clés sur lesquels le site internet peut apparaître. Ici, par exemple, je sais que le site apparaît sur l'expression Andrea Mitchell. Il apparaît sur l'expression Georges Ramos. Il apparaît sur l'expression ICFJ. Il apparaît aussi sur Wolfbitster, etc., etc. En fait, il va apparaître sur tout un tas de requêtes. Et le but du jeu, c'est que quand vous allez vouloir écrire un contenu ou optimiser un contenu existant, donc l'un ou l'autre, l'idée est de savoir où est-ce que vous en êtes. Est-ce que vous êtes loin en référencement naturel ou est-ce que vous êtes proche? Puisqu'il faut savoir que le référencement naturel, c'est très important, c'est un travail qui est un travail de fond. On ne peut pas être premier sur une expression du jour au lendemain, surtout si elle est concurrentielle. C'est-à-dire que si j'ai 50 sites de presse, par exemple, qui écrivent un article sur le même sujet, je me bats contre 50 contenus différents, je me bats contre 50 concurrents, et malheureusement, la page de résultats de Google, elle est assez vite limitée. L'internaute, en général, va cliquer sur les premiers résultats. Donc, c'est très important de garder en tête que les places sont chères, et donc c'est un travail de fond pour progressivement pouvoir remonter dans les résultats de recherche. Prenons l'exemple de l'expression, vous voyez ici Georges Ramos. Sur cette expression, il me dit qu'aujourd'hui, le site est en 5e position sur un Google, avec cette URL-là, que voici. Donc ici, Georges Ramos, donc une personne avec un petit descriptif qui m'explique ce que cette personne va faire. Le but du jeu, en référencement naturel, comme je vous dis, c'est toujours d'être le premier. Alors, j'occulte exprès dans ce webinaire les deux piliers techniques et popularité qui sont
souvent un peu en dehors du champ d'expertise ou en tout cas du champ de métier du journaliste, parce que le journaliste va pas aller coder et développer, des fonctionnalités sur le site, ça on est bien d'accord. Éventuellement, il pourra travailler sur la popularité, j'en parlerai après, mais on va dire son cœur de métier, ça va être le contenu. Aujourd'hui, imaginons que moi je me dise: «Je veux être premier sur l'expression Georges Ramos». Le travail que je vais faire, vous allez voir, il est très simple. Vous prenez l'expression qui vous intéresse et vous allez sur Google. On appelle ça, nous chez les référenceurs, sentir la page de résultat. En anglais, la page de résultat, ça se dit la SERP, Search Engine Result Page. Donc sentir la SERP, chez nous, c'est de regarder en fait ce qui ressort sur cette expression-là et de se dire: «Qu'est-ce qui est jugé pertinent par les moteurs de recherche?» Parce qu'il y a un point qui est très important et c'est là tout le cœur de la problématique des référenceurs, c'est qu'un moteur de recherche, quel qu'il soit, Google, Bing, Yandex, Baidu, tout ce que vous voulez. Tous les moteurs de recherche sont des programmes informatiques avec des formules algorithmiques qui vont essayer de classer des milliards et des milliards de contenus dans le monde. Si je prends l'exemple juste de l'expression Georges Ramos qui est ici, Google me dit que en français, il y a environ 77 millions de résultats différents sur cette expression-là. Ça veut dire que je me bats contre 77 millions de pages sur le web. Alors je vous rassure, il n'y a pas 77 millions de pages vraiment problématiques en termes de concurrence, mais ça vous donne un ordre d'idée de l'importance et du travail qu'il y a à accomplir. Ce qu'il faut savoir, c'est que le moteur de recherche, puisqu'il n'est qu'un programme informatique, il ne peut pas comprendre le sens réel des choses. Donc en fait, ce qu'il va faire, le moteur de recherche, c'est qu'il va se baser sur des centaines de critères différents pour déterminer si un contenu est pertinent ou non. Vous avez des notions techniques, des notions sémantiques et des notions de popularité. Et c'est l'ensemble de ces expressions-là qui va faire que Google, à la fin, va classer les contenus d'une certaine façon et va dire que Wikipédia est la page principale pour l'expression Georges Ramos et que le deuxième résultat est la page a priori officielle du site officiel de cette personne. Le moteur de recherche peut d'ailleurs être très facilement trompé. L'exemple que je peux vous donner, alors je ne sais pas si vous avez déjà mangé tous autant que vous êtes, mais imaginons que vous alliez dans un moteur de recherche et vous alliez taper pizza aux anchois. Si je tape pizza aux anchois et que je vais dans les résultats par image, il y a un petit exemple qui nous fait toujours autant rire chez les référenceurs. Alors on va voir si elle est là. Oui, elle est toujours là. Vous avez ici Adriana 42 qui apparaît sur la requête pizza aux anchois. Pourquoi? Parce que là, un référenceur dans un de ces tests, l'agence Axnet pour ne pas la nommer, a fait un test et a pris une image et a dit au moteur de recherche: «Cette image est une pizza aux anchois». Donc ça, c'était juste pour vous montrer que le moteur de recherche ne va jamais juger la pertinence au sens propre du terme. Google ne peut pas dire que votre article est pertinent dans le sens, il est intéressant, dans le sens, il est, factuel, il est, complet, il est objectif. C'est pas des choses que le moteur de recherche va juger. Lui, ce qu'il va juger, c'est plutôt est-ce que ça répond à l'intention de recherche par rapport à la requête et par rapport aux autres pages web qu'il a trouvées sur internet. Je vais revenir à l'expression Georges Ramos. Ici, la page Georges Ramos sur le site de l'ICFJ, c'est un court descriptif, on va dire, de la personne. Maintenant, mettez-vous à la place de l'internaute et c'est là où vous allez voir toute la démarche de base que vous devez avoir. Si je suis un internaute lambda, que je vais dans un moteur de recherche et que je tape Georges Ramos, qu'est-ce que je recherche? Ce que vous allez faire, c'est que si vous allez traiter un sujet d'actualité, prenez une feuille de papier, par exemple, nous on fait beaucoup ça en tant que référenceur, on va noter toutes les questions que les gens pourraient se poser. Vous allez avoir par exemple des gens qui vont se dire: «Qui est Georges Ramos?» Donc là, pour le coup, le contenu qu'on trouve ici semble relativement pertinent et répond au besoin de dire: «Qui est cette personne?» Vous aurez des gens aussi qui vont se dire: «Deuxième besoin, je veux contacter Georges Ramos». Là, pour le coup, le contenu actuel ne semble pas me permettre de contacter cette personne. Troisième besoin potentiel, je voudrais avoir les dernières actualités de cette personne. Quelles sont ses dernières actions, sa dernière publication, ses derniers produits si jamais il crée des produits, enfin et cetera et cetera. Et donc là encore, c'est pareil, la page actuelle du site que je vous montre ne répond pas non plus à ce besoin-là. Je n'ai pas les dernières actualités de cette personne-là.
Et en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez pouvoir comme ça lister tous les besoins potentiels et vous allez, à ce moment-là, essayer d'y répondre. Vous allez répondre ce qu'on appelle, nous, en tant que référenceurs, répondre à l'intention de recherche, aux besoins potentiels de l'internaute. Et si vous faites ce travail-là, vraiment j'insiste parce que c'est un point qui est déterminant, ça permet énormément de booster la visibilité d'un contenu sur internet. Parce que Google va l'apprécier beaucoup plus, sachant que le moteur de recherche peut changer d'intention de recherche. Je vous montre juste un exemple aussi là-dessus, dans un secteur d'activité complètement différent, mais qui nous touche nous. Je tape dans Google audit SEO. Donc, SEO, juste pour rappel, c'est la traduction en français de référencement naturel. Si je tape audit SEO, à l'époque, une des pages de notre agence SEOMX, on était dans le top 3. Et on a été dans le top 3 pendant des années. Et en fait, du jour au lendemain, on a disparu de la première page. Alors maintenant, il y a du scroll infini, mais en tout cas, on a disparu du début. Pour une simple raison, c'est qu'un jour, le moteur de recherche a déterminé que quand la personne tapait audit SEO, il a compris différemment l'intention de recherche qu'il y avait derrière. C'est-à-dire qu'avant, les pages qui apparaissaient sur audit SEO, c'était des pages de prestation de services, donc des agences comme nous qui présentaient leurs prestations d'audit SEO. Alors que maintenant, sur cette expression, on est sur une intention de recherche où l'internaute veut savoir comment en faire. Ce qui fait que vous retrouvez ici, je ne sais pas si vous voyez, soit des outils gratuits, soit des guides. Comment faire un audit SEO, le guide complet, audit SEO, les 12 étapes clés à suivre, réaliser un audit SEO gratuit, comment et pourquoi faire un audit SEO de votre site web, etc., etc. Et donc l'intention de recherche, elle est déterminante dans le fait que vous soyez présent ou non. Puisqu'il y a un gros avantage que vous avez en tant que journaliste, c'est la puissance de vos sites. Alors, certains travaillent peut-être dans des grands groupes de presse, d'autres dans des petits sites d'actualité. Alors petit, c'est pas péjoratif, mais c'est dans le sens en termes de taille. Mais il n'empêche que les sites d'actualité ont souvent ce qu'on appelle assez facilement de la popularité. Et comme ils ont de la popularité, cette notion de popularité pour faire qu'un contenu se positionne correctement est beaucoup moins un vrai problème de fond. Vous, le but du jeu, c'est plutôt de dire, moi, mon contenu, eh ben, il faut absolument que je puisse l'optimiser au maximum pour me positionner sur l'intention de recherche. Donc ce travail-là, de regarder sur l'expression que vous ciblez les typologies de contenu qui ressortent, c'est déterminant. Si je donne un autre exemple, je sais pas moi, je vais taper chiot. Alors rien à voir, hein, vous allez voir. Mais si je tape chiot, dans la page de résultats, je vais avoir des résultats un peu différents. Je vais avoir beaucoup plus de résultats par image, par exemple. Je vais aussi avoir des vidéos. Ce qui veut dire qu'en fait, théoriquement, moi, si je veux bien me positionner sur cette expression, potentiellement, ma page aussi devrait avoir des images et des vidéos, puisque c'est ce que Google attend. Si je vois des résultats d'actualité, ça veut dire que mon sujet doit traiter des actualités de l'expression. Si j'ai des résultats de produits, ça veut dire que tôt ou tard dans mon contenu, je vais devoir citer certains produits ou parler de fiches produits, etc., etc. Je ne sais pas si c'est clair, en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions, mais ça, c'est vraiment le B à bas du travail de référenceur quand vous allez cibler un contenu spécifique. Une fois que ça c'est dit, vous avez deux notions qui vont être très importantes et qui vont être un peu différentes chez les sites de presse et les sites d'actualité. C'est qu'en tant que journaliste, vous allez traiter ce qu'on appelle souvent du sujet, on va dire, à chaud. Une actualité vient de tomber, vous faites un article qui va le traiter, etc. Ce qui fait que la problématique du contenu à chaud, c'est qu'il a tendance à disparaître aussi vite qu'il est arrivé. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'actualité arrive à un instant T et va disparaître de l'actualité, en tout cas des recherches internautes, assez vite. Si je reprends Éric Dupond-Moretti, là, actuellement dans l'actualité politique française, comme la fin du procès a eu lieu hier, c'est encore dans l'actualité chaude. Mais potentiellement, dans 1, 2 ou 3 semaines, on pourrait ne plus du tout parler de cette actualité-là et ce ministre pourrait, entre guillemets, «repasser sous les radars», en termes d'actualité. Et donc, en tant que journaliste, il y a 2 leviers sur lesquels vous pouvez agir très fortement en termes d'optimisation. C'est d'une part Google Actualités et d'une part Google Discover. Je ne sais pas si c'est 2 choses qui vous parlent, chez tout le monde. Je vais traiter les 2 de manière séparée. Google Actualités, c'est ce que vous avez ici. D'accord? C'est les résultats actualités de Google. Donc, soit vraiment quand vous allez dans l'onglet actualité, et là, vous n'avez que des résultats de type actualité.
soit pour certaines recherches où Google se dit ce sujet vaut la peine d'être affiché en tant qu'actualité pour des recherches classiques. Et si vous aurez des encarts de ce type-là, vous voyez ici, où j'ai à la une et où j'ai différents articles du Figaro, de Voici, de La Dépêche, de France Info, qui vont parler d'Éric Dupond-Moretti. Google News, le gros du travail que vous allez avoir à faire là-dessus, c'est de travailler ce qu'on appelle votre notoriété, votre crédibilité, et de travailler sur 2-3 points techniques que je vais venir citer après. Sur tout ce qui est crédibilité, vous avez une notion qui est très très importante à comprendre de manière générale. C'est les concepts qu'on appelle de HIT, E-A-T, et même de E-E-A-T. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Je vais même vous montrer un article défini ici, un des nombreux articles qui expliquent tous ces éléments-là. En fait, dans Google, donc là, vous voyez un tweet justement de Google Search Central, donc qui est un des comptes de communication officiels des équipes de chez Google. Le concept HIT, c'est de dire qu'en fait, votre site, de manière générale, doit être jugé crédible, doit montrer son expertise et la capacité à comment dire, donner confiance à l'internaute. Ce n'est pas des critères en soi, c'est-à-dire que Google n'a pas un critère HIT dans son algorithme, mais vous avez plein de critères de chez Google qui vont dire: «Tiens, j'ai besoin de savoir quand j'arrive sur un site internet, qui a écrit ce contenu, d'où il vient, quel est son parcours, est-ce que les gens font confiance à cette personne-là? Est-ce que cette personne est souvent citée?» et ainsi de suite. Ce qui veut dire que quand vous allez rédiger un contenu, je vais revenir sur Éric Dupond-Moretti, je vais prendre n'importe lequel parce qu'on s'en fiche. Vous voyez, je tombe sur le site de France Info. Il va falloir travailler, on va dire, ce qu'on appelle la confiance. La confiance, elle commence déjà par des choses toutes bêtes, c'est de dire aujourd'hui, ce contenu-là, cet article de presse-là, qui l'a écrit? Qui est derrière la rédaction de ce contenu? Qui est l'auteur? Cet auteur, d'où il vient? Est-ce que j'ai une page de présentation pour savoir qui est le journaliste qui a écrit ce contenu-là? Qui est l'éditorialiste qui est derrière? De la même façon, c'est qui est le site qui est derrière. Alors là, en France, France Info est relativement connu, donc ils n'ont pas trop de problématiques là-dessus. Mais quel que soit le média, il va falloir, entre guillemets, montrer patte blanche. Et plus vous allez donner confiance à Google sur votre site, plus Google va considérer que votre site est crédible lorsqu'une recherche va apparaître et donc pourra plus facilement vous faire apparaître dans Google Actualité. Donc, dans les quelques conseils que je peux vous citer très rapidement, ça va être d'avoir des pages relativement complètes et systématiquement présentes, des pages de mention légale, des pages contacts, des pages à propos, une page dédiée pour chaque journaliste. Si j'ai 10 journalistes différents dans mon site de presse, je dois avoir 10 pages dédiées à chacun de ces journalistes pour juste dire qui c'est, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font, quels sont leurs diplômes, comment les contacter, voir leurs dernières publications, leurs derniers articles et ainsi de suite. L'idée, c'est vraiment d'être le plus transparent possible. Ce qui d'ailleurs, dans la presse, est aussi un gage de qualité, même au-delà du référencement naturel, de pouvoir montrer à vos lecteurs qui vous êtes, d'où vous venez, quel est votre point de vue, comment vous traitez les informations, etc., etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il va être beaucoup plus terre à terre. Il y a une notion technique. Google Actualité, il y a quelques années, était très, enfin, en kikinant, pour rester poli, parce qu'il y avait plein de règles techniques très précises à suivre sur son site. Il fallait impérativement avoir un sitemap sous un certain format, il fallait avoir certains formats de données, certains formats d'URL, voilà, plein de choses un peu techniques. Ce qui est beaucoup moins le cas maintenant. Vous avez quelques points techniques quand même à respecter pour apparaître. Celui qui est principal, qui m'intéresse, c'est ce qu'on appelle le Publisher Center. Donc vous tapez Google Publisher Center, vous arriverez ici sur une interface qui ressemble à ça. Alors là, je vous donne l'exemple parce que nous, on est inscrit aussi en tant que sur ce système-là sur le site de l'agence, même si on n'est pas un site de presse. Mais en gros, vous allez sur ce site-là, vous vous inscrivez à votre site et vous demandez à être dans le programme Google Actualité. Là, vous voyez, sur un petit site de niche agence SEO, on est bien directement branché à Google Actualité. C'est-à-dire qu'ensuite, quand je vais publier un article, si Google le juge pertinent, il va automatiquement basculer dans les actualités Google sur la partie référencement naturel. Donc ça, c'est un des points techniques qui va être le plus, on va dire, le plus important sur la partie Google News. Après, il y a d'autres critères, je ne rentre pas dans les détails, mais il y a des tutoriels et des guides officiels qui expliquent techniquement ce que vous devez respecter sur votre site. Mais grosso modo, vous aurez trois grands sujets
D'abord, le fait de traiter de sujets d'actualité, puisque là, en l'occurrence, dans l'écran que je vous partage, SMX est inscrit dessus, mais là, on publie très peu d'actualités. Donc, on n'apparaît quasiment jamais dans Google Actualités parce qu'on ne publie pas de sujets justement qui s'y prêteraient. Ensuite, vous avez les notions techniques et ensuite, vous avez les critères que je vous ai dit, les critères HIT, le fait de donner confiance à l'internaute. Ça, c'est mon premier sujet, Google Hits. Par contre, le sujet qui va vous intéresser beaucoup plus, c'est Google Discover, qui est peut-être moins parlant pour tous. Google Discover, grosso modo, c'est un système qui permet, au lieu d'apparaître dans des recherches d'internautes, donc comme un Google Actu où l'internaute fait une recherche et on lui propose des actualités associées, Google Discover va faire l'inverse, c'est qu'en fait, avant même que l'internaute fasse une recherche, on va lui pousser des contenus. On va lui proposer des contenus qui, potentiellement, pourraient l'intéresser. Exemple typique, en fait, Google Discover, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont analyser votre historique de recherche, votre comportement, les sites sur lesquels vous avez, souvent, et en fonction de ça, on va vous présenter des contenus. Google Discover, ça se présente comme ça. Donc, dans les applications Google, vous avez le moteur de recherche classique, mais ce que vous voyez ici, là, dans mon exemple, où j'ai 2 articles là, qui apparaissent juste en dessous, ça, c'est des résultats qu'on appelle le Google Discover. Mais à ce stade-là, l'internaute n'a fait aucune recherche. C'est-à-dire qu'il n'a pas exprimé de besoin particulier. Et aujourd'hui, sans aucune action de votre part, tous les sites sont éligibles à Google Discover, d'office. Et chez certains sites, Google Discover représente un trafic réellement beaucoup plus important que le référencement naturel classique. Nous, on connaît plein de sites chez nos clients qui font des millions de visiteurs par mois, uniquement grâce au trafic de Google Discover. Parce qu'en fait, ici, on est sur des choses qui sont poussées directement à l'internaute. Et donc, plus le sujet est grand public, plus vous aurez de gens qui vont être touchés. Et alors, comment est-ce que je fais pour être là? C'est la question. D'abord, c'est que vous n'apparaîtrez dans Google Discover que chez les gens qui ont un intérêt potentiel avec le sujet que vous traitez. Par exemple, il y a des gens qui, dans leur Google Discover, vont avoir beaucoup de recettes de cuisine parce qu'ils sont passionnés de cuisine et qu'ils font plein de recherches sur la cuisine. Il y a des gens qui suivent souvent l'actualité, qui vont sur des sites de presse, etc. Je ne sais pas moi, Libération, Le Monde, Le Point, peu importe. Et donc là, on va leur présenter plus facilement des sujets d'actualité. Il y en a qui sont fans de jeux vidéo, on va leur présenter des actualités de jeux vidéo, etc., etc. Mais au-delà de ça, pourquoi est-ce que mon contenu peut apparaître ici? Il y a quelques règles très importantes à respecter. La première règle, et là c'est important quand vous allez écrire, c'est la qualité de votre visuel. C'est-à-dire que pour qu'un contenu apparaisse dans Discover, l'image, qu'on appelle l'image à l'œil, l'image principale de votre contenu, doit absolument être de très grande qualité. Et notamment doit être aussi grande en termes de taille. C'est-à-dire qu'en général, sur Google Discover, on estime qu'une image doit faire au moins 1200 pixels de large pour qu'elle soit jugée qualitative et suffisamment pertinente. Donc ça, c'est hyper important. Ayez toujours des visuels en haute définition. Le deuxième conseil que je peux vous donner, et là pour le coup c'est toute la difficulté de travail journalistique, c'est qu'il faut donner envie de cliquer. Le souci étant que les titres qui donnent le plus envie de cliquer sont souvent ceux qui sont le moins journalistiques. C'est-à-dire qu'ils sont souvent le plus subjectifs ou qui sont un peu tendancieux ou un petit peu limite. Alors je vous donne un exemple, ça va être Éric Dupond-Moretti, vous ne devinerez jamais le verdict. Ce serait par exemple ce type d'article-là qui donne envie de cliquer parce qu'on n'a pas la réponse, donc l'internaute va vouloir aller dessus pour pouvoir apparaître. Et ce qu'il faut savoir en plus, c'est que le clic, ce qu'on appelle le taux d'engagement de l'internaute, il est primordial dans Google Discover. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça fonctionne avec un système qu'on appelle de cohorte. Alors, je m'explique. Google détecte votre nouvel article. Donc, imaginons, je reviens à Éric Dupond-Moretti dans ma recherche Google. Imaginons, je m'appelle Google, je découvre l'article de France Info, Relax d'Éric Dupond-Moretti, c'est un bras d'honneur à l'idée de justice. Je prends cet exemple-là. Google va se dire, potentiellement, c'est pertinent pour Google Discover. Donc, je vais montrer ce contenu à un panel d'utilisateurs restreint. Alors, je donne des chiffres qui ne sont pas du tout objectifs, c'est juste pour donner un concept. Je vais le montrer à 500 internautes. En fonction de ce que vont faire ces 500 internautes, de leur clic ou pas sur le résultat, si le taux d'engagement, si le taux de clic est suffisamment fort, à ce moment-là, Google va le montrer à 5000 personnes de plus. Si sur ces 5000 personnes de plus, ils cliquent aussi fortement,
il va le montrer à 50 000 personnes, etc., etc. Et donc, l'engagement, le taux de clic du fait que l'internaute semble intéressé par votre contenu dans Google Discover est primordial. C'est vraiment le point le plus important pour apparaître dessus. Et le gros avantage, c'est que ça permet d'apparaître très vite sur de l'actualité, là où des résultats naturels classiques, donc si je reprends Éric Dupond-Moretti, que je descends un petit peu dans ma page, ces articles-là qui sont un peu plus statiques vont mettre beaucoup plus de temps à se positionner, alors que mon actualité, théoriquement, peut apparaître ici du jour au lendemain, à un instant T, et puis peut-être que dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, sera aussi dans la première page de Google. Tout ça, c'est vraiment des choses qui vont être hyper importantes en termes d'optimisation de contenu. Enfin, dernier point, et je terminerai là-dessus sur la partie contenu, ayez aussi en tête que quand vous allez écrire un contenu en tant que journaliste, vous allez aussi devoir répondre à tout un tas de critères qui vont être assez classiques. Alors, je les traite en dernier parce qu'en fait, ce n'est pas spécifique au métier de journaliste, et c'est des choses pour ceux qui s'y sont peut-être déjà intéressés, qui vont être classiques dans n'importe quel type de contenu qu'on peut écrire sur n'importe quel site. Le but du jeu, c'est que quand on écrit un contenu sur le web, vous devez répondre à différents critères. Donc, il y a la réponse aux besoins, c'est mon premier point. Mais ensuite, vous avez 2-3 choses importantes. Alors, je vais revenir, bon, peu importe ici, vous voyez, je prends l'exemple là, je reprends l'exemple de Georges Ramos. Quels sont les critères qui vont faire qu'un moteur de recherche va juger pertinent un contenu, sachant qu'il ne peut pas en comprendre le sens? Au-delà de la réponse aux besoins et au-delà de la partie popularité et critérite. En référencement naturel, vous allez devoir agir sur 2-3 points, enfin 2-3, une dizaine de points différents. Alors, je les cite rapidement parce que, comme je vous dis, c'est des choses que vous pouvez retrouver très facilement. Il y a plein de tutoriels qui expliquent ça sur comment rédiger un contenu optimisé pour un moteur de recherche. Mais grosso modo, vous allez avoir ce qu'on appelle d'abord la balise title. C'est ce que vous avez ici, vous voyez, dans le titre de mon onglet, qui va devoir expliquer de quoi parle la page. Donc, si je reprends l'exemple ici, la balise title est Georges Ramos, International Center for Journalists. Cette balise title, on pourrait l'optimiser, puisque là, en fait, la title mélange à la fois le nom du site et le nom de la personne, alors que j'aurais pu mettre Georges Ramos et puis en 3-4 mots qui il est. Voilà, c'est le leading newscaster for Media Giant Univision, par exemple, parce que comme ça, la base title va beaucoup mieux rendre explicite de quoi va parler la page. Ensuite, vous allez avoir ce qu'on appelle la métadescription. La métadescription, juste pour rappel, c'est le petit texte qui est repris par Google et qui s'affiche ici, dans les résultats. Ce petit texte en noir et en noir. Ce petit texte-là, vous devez impérativement l'optimiser pour le clic. Puisque comme il va être repris par Google, si ma description donne envie de cliquer, j'aurai plus d'internautes qui vont aller sur mon résultat. Par contre, ça ne changera pas le positionnement de votre contenu. Ce n'est pas parce que j'ai une balise métadescription qui est optimisée que mon contenu va passer en première place. Alors, la balise title, elle, va avoir beaucoup plus d'impact là-dessus. La métadescription, elle, c'est juste l'affichage dans Google, donner envie de cliquer sur votre contenu. Ensuite, vous allez avoir un autre point qui va être basique, c'est la longueur du contenu. Alors, je précise bien ce que je dis. Normalement, théoriquement, plus un contenu est long, plus il va juger pertinent par Google. Ça ne veut pas dire par contre qu'un contenu court ne peut pas se positionner. Des fois, on a des contenus très courts qui se positionnent très bien. Mais en général, c'est que plus votre contenu est long, plus il y a de chances que vous ayez été exhaustif, et donc plus il y a de chances que ce soit pertinent. Autre conseil aussi, la partie enrichissement du contenu. C'est-à-dire que là, Georges Ramos, si je reprends l'exemple de l'article, bah, ça pourrait être intéressant d'avoir des vidéos de lui, d'avoir plus de photos, ou en tout cas des visuels plus grands. Parce que là, par exemple, si je veux voir à quoi il ressemble, vous voyez, là, l'image, elle est elle est un peu petite, moi, en tant qu'internaute, pour vraiment voir sa tête et voir à quoi cette personne peut ressembler. Donc, n'hésitez pas à rajouter des visuels, à rajouter des vidéos, à venir en fait enrichir vos contenus. Non seulement ça améliore le référencement naturel, mais en termes aussi d'ergonomie et d'expérience utilisateur, quand vous avez un contenu texte qui est trop long, qui est vraiment trop de texte, c'est assez dur à lire, alors que quand vous rajoutez des images au fur et à mesure, ça le rend beaucoup plus aéré, beaucoup plus agréable pour l'internaute. Et puis ça permet en plus des fois de rendre plus explicite certaines choses. L'expression une image vaut 1000 mots est des fois tout à fait vraie en référencement naturel. Donc tout ça, c'est des choses importantes.
Et après, vous aurez d'autres points. Alors, je ne vais pas rentrer dedans parce que là, pour le coup, vous n'aurez pas la main dessus. C'est plutôt des points techniques. Ça va être ce qu'on appelle le balisage HN de votre page web. Donc là, ça nécessite aussi le développeur pour qu'il le fasse bien. Ça va parler de balisage schéma.org. On va parler de temps de chargement des pages. En fait, vous avez tout un tas d'éléments techniques qui vont aussi venir aider le moteur de recherche à comprendre votre contenu, à le comprendre plus vite, plus facilement, et donc à plus facilement vous positionner dans les moteurs de recherche. Ça, c'était ma partie contenu. Je vois qu'il est déjà 13h40. Je ne sais plus jusqu'à quelle heure on avait dans ce webinaire. Ne vous inquiétez pas, monsieur Roche, nous sommes à votre disposition. C'est très passionnant. Je peux continuer. Et donc, voilà votre contenu. Une fois que vous avez fait votre contenu à ce moment-là, une fois que vous avez fait ça, le deuxième problème, ça va être ce qu'on appelle le maillage interne, la structure. Parce que je peux faire le meilleur contenu au monde. Si mon contenu il est perdu au fin fond de mon site, l'internaute, tout comme le moteur de recherche, va avoir du mal à le trouver et à le conceptualiser. En fait, le fait de ranger les choses correctement, de ranger vos contenus et de les classer de la manière optimale, peut avoir un impact qui est très fort. Je vais prendre un site de presse, je vais prendre Le Monde par exemple, on s'en fiche. Ils vont tous avoir la même problématique. Si je vais sur le site du Monde et que Le Monde se dit maintenant je vais écrire un article, donc là, prenons un exemple, on va en prendre un, là vous voyez ici a priori, j'ai ici une attaque du Hamas à Jérusalem. Ce contenu-là, quand je vais le publier, il faut absolument que j'essaie de le ranger correctement. Alors, j'ai un mauvais exemple parce que là on est sur un live, quoi que non, j'ai un article. C'est même un très bon exemple. Alors je vais revenir sur la page d'accueil du Monde, vous allez voir pourquoi. Quand j'arrive sur la page d'accueil du Monde, j'ai tous les articles d'actualité qui ressortent, ça pas de souci. Et si vous regardez le menu principal, j'ai l'accès à mes différentes sections. C'est-à-dire qu'en tant qu'internaute, les équipes du Monde se sont dit, bah, tiens, on va donner un accès direct aux actualités, ensuite à des sujets plus d'économie, d'autres plus de culture, au débat, à directement des gens qui ne veulent que des résultats vidéo, et ainsi de suite. Mais mon contenu à moi, quand je vais le publier, si là je parle d'une attaque a priori qui a eu lieu à Jérusalem, je vais devoir le ranger au bon endroit dans mon site. Et donc si je clique sur ce live, le menu principal du Monde vient de changer. Je n'ai plus l'accès à la partie culture, je n'ai plus accès à la partie vidéo. J'ai accès aux sujets et aux sections dans lesquelles ce contenu est pertinent. En l'occurrence, le sujet de la guerre entre Israël et le Hamas. Et d'autres pages dédiées à ce conflit. Donc là, par exemple, j'ai les cartes et les dates clés liées au conflit israélo-palestinien et qui me permet d'avoir cet élément-là correctement rangé dans mon site. Et donc, la structuration dans votre site, elle est super importante, c'est-à-dire qu'il faut éviter de tout mélanger. Si vous êtes aussi en charge de la partie structure de votre site, le bon choix des catégories, des sous-catégories et de comment elles se font des liens les unes avec les autres va être hyper importante parce que les liens, pour essayer de vous le simplifier au maximum, un lien pour un moteur de recherche, ça va donner de la popularité, ça va donner du poids. Ça permet à Google et aux autres moteurs de recherche de se dire, si des gens font des liens vers une page, c'est que cette page-là est pertinente. Et donc les liens, on en parle souvent de d'autres sites qui font des liens vers vous. C'est-à-dire que si je faisais une analyse, lemonde.fr a plein de liens depuis d'autres sites internet, mais les liens internes vont être hyper importants. Puisqu'après, un moteur de recherche, il doit y naviguer. Alors, je peux vous montrer, parce que je me suis un petit peu amusé avant le début du webinaire, sur le site toujours d'exemple de ICFJ. J'ai utilisé nous, un logiciel qu'on appelle Screaming Frog. C'est un logiciel qu'on appelle de crawl, qui parcourt les pages web d'un site. Ça ressemble à ça. C'est une interface qui est... alors, vous ne devez peut-être pas la voir. Attendez, je vais repartager correctement mon écran pour que vous voyez ça bien. L'écran, voilà. Si je partage ça, vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle Screaming Frog, donc un magnifique logiciel de crawl dans lequel mon outil a parcouru toutes les pages web d'un site internet. Donc là, ici, j'ai 7985 liens qui ont été trouvés sur ce site internet. Et en fait, dites-vous bien que si moi, je m'appelle Google, je vais aussi parcourir ces 7985 liens. Donc, il faut que ces liens soient pertinents, qu'ils soient intéressants. Il faut qu'ils soient rangés au bon endroit, qu'ils soient compréhensibles, qu'ils n'aient pas de problématiques techniques. Et si je parle de structure, c'est hyper important parce que si j'ai un article intéressant
mais qui est mal rangé ou qui est un peu perdu dans la structure, le moteur de recherche va être perdu. Puisque j'en ai un petit outil qui permet de faire des visualisations 3D grâce à ça, et je vais vous montrer à quoi ça ressemble la 3D de ce site. Voici à quoi ressemble le site concerné. Vous voyez ici, ça c'est la structure 3D du site internet que je viens d'analyser avec Screaming Frog. Et là, quand on est référenceur et qu'on voit ce type de structure, on sait malheureusement qu'on peut améliorer énormément, enfin heureusement d'ailleurs, parce que ça veut dire qu'on a plein d'axes d'amélioration. On pourrait restructurer tout le site, les liens internes, les catégories, pour faire en sorte que ce rangement soit plus clair, soit plus explicite, pour le moteur de recherche, comme pour l'internaute. En fait, une des règles d'ailleurs à vous dire, qui est très simple, vous prenez votre site, vous prenez n'importe quel article que vous venez de publier, mettez-vous à la place d'un internaute qui va se dire quand il arrive sur cette page web, où est-ce que je suis, qui est le site qui est derrière, où est-ce que je peux aller, dans quelle section du site internet je suis, est-ce que je peux accéder à d'autres contenus qui vont être liés, et ainsi de suite. Si je reprends toujours l'exemple de Georges Ramos, là malheureusement, je ne suis pas sûr de comprendre où est-ce que je suis à l'intérieur du site. Est-ce que je suis dans la partie ressources, dans la partie programme? Ici, j'ai plein d'autres menus aussi. Je ne sais pas, est-ce que Georges Ramos fait partie du board? Est-ce qu'il fait partie des journalistes? Est-ce qu'il fait partie de qui sommes-nous? Est-ce qu'il fait partie... Voilà, j'en sais rien. Parce qu'en fait, dites-vous bien que, et c'est un point qu'on a tendance à tous oublier, enfin, nous les premiers, hein, mais c'est que la plupart des internautes qui arriveront sur votre site ne vous connaissent pas. C'est-à-dire que la plupart des internautes qui arrivent pour la première fois, ils arrivent sur cette page, ils ne savent pas qui est le Centre international pour les journalistes. Donc c'est super important de les rassurer, de dire où est-ce qu'ils sont, on est chez quel site, ce contenu-là, où est-ce qu'il est dans le site et comment est-ce qu'il va pouvoir naviguer après pour le reste de sa visite sur votre site internet. Donc ça, c'est vraiment super, super important parce que ça va donner confiance aux gens. Et enfin, dernier pilier, la partie de popularité, je finirai là-dessus ce webinaire. Après, je serai ouvert après si vous avez plein de questions, bien entendu. Mais c'est qu'en plus de ça, vous allez devoir montrer que vous êtes crédible. Imaginons que demain, vous lancez votre propre site de presse, vous lancez un nouveau média. C'est là où sera le plus dur. C'est-à-dire qu'il va falloir faire en sorte que d'autres sites internet parlent de vous. Plus d'autres sites parleront de vous, plus vous allez gagner de la popularité. Plus vous serez populaire, plus il sera facile de vous référencer. On a nous aussi plein d'outils pour ça. Alors je vous en montre un qu'on utilise nous beaucoup à l'agence SOMX, un outil qui s'appelle Majestic SEO. En gros, vous le prenez, donc c'est pareil, il est payant. Vous mettez un site internet qui vous intéresse. Donc là, je suis justement toujours sur le même site. Et je lui demande à cet outil, bah, dis-moi les liens qui pointent vers ce site internet. Ici, là, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des domaines référents, c'est-à-dire que j'ai 4674 noms de domaines, donc sites internet dans le monde, qui font au moins un lien vers moi. Et ces 4674 sites, à eux tous, ils font 221 000 liens vers mon site. Donc là, moi, quand je suis référenceur et que je vois ce type de statistiques, je ne suis pas très inquiet. C'est-à-dire que là, la popularité pour ce site-là, ce n'est pas une problématique. On peut toujours faire mieux. Mais en tout cas, en termes de popularité, on a déjà une très très bonne base de travail. D'ailleurs, vous verrez si jamais vous utilisez des outils SEO comme celui-ci, vous aurez toujours des notes. Là, vous voyez, j'en ai deux qui sont ici. Sur Majestic SEO, vous avez ce qu'on appelle le Citation Flow, qui est une note de popularité brute, et le Trust Flow, qui est une note de popularité de qualité, on va dire, si je simplifie. Mais il n'empêche que votre but du jeu, ça va être de créer des liens vers votre site pour faire en sorte que vous lui donniez un maximum de points. Et c'est pour ça que des fois, c'est assez frustrant, mais on a des articles qui peuvent se positionner extrêmement vite si on a la popularité. Et surtout aussi, je préfère préciser, si on est plus populaire que ses concurrents. Donc, alors, je ne pense pas que ce soit le cas, mais imaginons que l'ICFJ se dise je suis le concurrent direct du site lemonde.fr. Ben, en fait, il ne suffit pas d'écrire des contenus plus qualitatifs que lemonde.fr, il faut aussi être plus populaire que lui. C'est-à-dire que des fois, je vais avoir un article, moi, en tant que journaliste, qui va être plus pertinent, parce que j'ai fait une enquête de fond, parce que je suis allé plus dans le détail, j'ai mis plus d'informations, je suis plus pédagogique, enfin peu importe. Mais n'empêche que le site concurrent, il est 10 fois plus populaire que moi. Donc, malheureusement, la popularité, comme Google ne peut pas juger la réelle qualité journalistique, la réelle qualité sémantique, et ben, la popularité va va entrer en jeu. Donc là, par exemple, imaginons que lemonde.fr était mon concurrent.
bah, je refais le même test. J'ai regardé juste où est-ce que je me situe par rapport au monde. Et là, lemonde.fr, on est sur un très gros site de presse français. Ils sont à 112 000 noms de domaines différents, là où moi j'en ai 4 000. Et ils sont à 36 millions de liens, là où de mémoire tout à l'heure on en avait 220 000. Donc ça, c'est des choses qu'il faut bien que vous ayez en tête. C'est qu'il ne suffit pas de faire des contenus de qualité. Il y a d'autres aspects, les aspects techniques ou les aspects de popularité qui vont jouer et qui des fois vont faire que vous n'allez pas gagner suffisamment de visibilité alors que vous avez fait un super travail derrière. Donc, ayez aussi ça en tête. Ça peut être un petit peu frustrant, mais ça va jouer énormément. Et j'ai terminé pour les différents points que je voulais voir dans ce petit atelier. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais je suis à votre disposition et puis j'espère que ça vous a plu. Est-ce que vous pouvez, est-ce que vous pouvez me redonner la main si c'est terminé? Ah, pas de Ouais, souci. Hop, alors j'arrête mon partage d'écran. voilà. Participants. Vous appuyez sur les trois points à côté de mon nom Hop, et vous me nommez animateur. hop là. Et c'est Voilà, reparti. c'est parfait. Merci beaucoup, Monsieur Roche, pour, je dirais, une formation carrément par un webinaire, parce que ça a été vraiment une session d'apprentissage de comment vraiment optimiser son site Internet. J'ai découvert beaucoup de choses et je me réjouis de ce que vous avez pris, pour exemple, ICFD. Ça me fait penser à quelque chose. Nous avons besoin d'un audit CEO. Et ma question, c'est, est-ce que ça coûte énormément lorsqu'on n'a pas les compétences techniques pour analyser soi-même son site et qu'on fait appel à un expert comme vous, on peut s'attendre à être facturé à combien? Ou ça Alors, c'est dépend. c'est très variable. En gros, alors déjà, ça va dépendre des agences. C'est-à-dire que nous, chez SOMX, par exemple, on va facturer en fonction du nombre de contenus d'un site. C'est-à-dire que sur un petit site de 10 pages, bah, l'audit, il va être fait assez vite, par rapport à un audit sur un site qui fait 10 000, 100 000, 500 000 pages, voire plus. Donc ça, c'est le premier point. Vous avez aussi d'autres points qui vont entrer en compte, c'est la complexité de votre secteur d'activité. Si je suis sur un site de niche, exemple, je ne parle que, je sais pas moi, des jeux vidéo de la PS5, voilà, quelque chose de très ciblé, bah, mon analyse concurrentielle, mon analyse de mots-clés, mon audit va être aussi beaucoup plus simple. À l'inverse, si je fais un audit pour lemonde.fr, là, je traite de tellement de sujets différents que mon audit va être beaucoup plus long. Donc, donner un tarif d'audit, c'est extrêmement variable. Mais disons que sur des sites de niche, des tout petits sites, on va souvent être entre 1000, 1500, voire 2000 euros. Et après, ça peut s'envoler. Vous pouvez avoir des audits à 10 000, 20 000, 50 000, tout dépend de la complexité. Après, la vraie, la vraie question à se poser et qui est toujours importante et que nous, on essaie vraiment de mettre en place avec nos clients et que d'ailleurs, plein de référenceurs essaient de faire aussi, c'est que faire un audit, c'est très bien, mais la problématique principale va être d'être capable de l'appliquer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je fais un audit sur un site, je vais lister des problématiques techniques, je vais lister des problématiques de contenu, je vais lister des problématiques de structure et des problématiques de popularité. Mais c'est surtout, il faut se dire, bah, moi, en fait, plutôt, c'est quels sont les moyens que je peux allouer, soit en termes de budget, donc je vais payer un référenceur pour faire le travail, soit en interne pour aller corriger soi-même. Par exemple, je sais que les grands sites de presse, enfin, j'en suis persuadé, j'imagine que Le Monde, ils ont une équipe technique en interne pour gérer leur site. Donc la partie technique, c'est eux qui la feront en interne. Donc, c'est juste, est-ce qu'ils ont le temps en interne, si jamais ils ont des préconisations d'audit, pour les appliquer. Et donc finalement, le coût de l'audit, c'est pas ça qui coûtera le plus cher. Ce qui va vraiment coûter, c'est tout le temps homme à passer derrière Ouais. pour rédiger les contenus, les corriger, faire les développements nécessaires, aller chercher du lien et ainsi de suite. Est-ce qu'on a quand même une fourchette ou c'est assez Ouais, subjectif? c'est ce que je disais, ouais, sur des tout petits sites, 1000 à 2000 euros, c'est un bon ordre d'idée. Sur des sites de presse, je vais être honnête, en dessous de 5000, j'y crois pas trop. Alors sauf si vous êtes vraiment sur un tout petit site, mais souvent les sites de presse, de par la nature des contenus que vous rédigez, vous allez très vite rédiger beaucoup de contenu. Donc comme vous allez rédiger beaucoup de contenu, bah, l'analyse va devoir analyser beaucoup de pages. Donc ça va forcément être plus cher, ouais.
Mais ouais, c'est dans l'idée. Après, voilà, comme je dis, c'est vraiment variable dans le métier. Nous avons pas mal de questions des participants qui nous suivent, mais j'ai encore une question avant de poser celle des participants. Pour faire appel, pour être sûr que le site qu'on a créé, le site de son journal va avoir beaucoup d'audience, est-ce qu'il faut faire appel à un expert dès la création ou l'idéal, c'est quoi? Alors, dans le meilleur des mondes, si vous faites un site internet, demain, vous lancez votre propre média, vous lancez votre site de presse, l'idéal, c'est que le référenceur, c'est le premier intervenant dans la création du site. Donc, en fait, le référenceur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va analyser votre marché, il va analyser tous les mots-clés que les internautes pourraient taper. Alors, il y a juste un petit bémol, c'est qu'il ne dans la partie actualité, forcément, il ne peut pas anticiper de futurs sujets qui pourraient, heu, qui pourraient surgir. Si je prends avec l'exemple récent malheureux du conflit israélo-palestinien, il y a 2 mois, il y a peu de journalistes qui étaient capables de dire que ça allait, s'embraser et que donc Ouais. ça deviendrait un vrai sujet d'actualité. Donc on ne peut pas non plus être devin, mais il n'empêche que sur les sujets d'actualité classiques et sur toutes les thématiques journalistiques, on est capable de faire un audit et de dire: «Voici toutes les expressions que les internautes vont taper, et donc vu que ces sujets vont être tapés, moi je dois traiter ces sujets et donc je vais créer telle section». Et donc le journaliste théoriquement, il intervient en premier et c'est seulement après que vous aurez les autres métiers, donc le graphiste, l'intégrateur, le développeur et cetera qui eux vont vraiment concevoir votre site. Mais normalement le référenceur, il vient en amont. Par contre, ça ne veut pas dire que c'est trop tard si vous le faites après. Heu, c'est juste ça coûte moins cher et c'est mieux fait si c'est fait dès le début. Mais nous, on a déjà eu des clients qu'on a pris en cours de route. Ça n'empêche pas de faire du bon travail, d'avoir des résultats. Et vous avez aussi des clients qui faisaient, enfin nous, on a un exemple d'un client dans le domaine des impôts, donc qui traite, que du contenu lié aux impôts, à l'imposition sur le revenu, à l'imposition sur les sociétés et cetera. Qui faisait déjà de mémoire, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais à l'époque 2 millions de visiteurs par an sur un petit blog personnel, alors qu'il faisait un peu n'importe quoi en référencement naturel et de son aveu à lui-même. Donc, en optimisant, on a pu après redécupler les résultats. Donc, c'est mieux de le faire avant. Si vous le faites après, tant pis. Mais idéalement, le référenceur, c'est quasiment la première personne qui va intervenir sur la création de votre site. Un participant qui demande si l'outil Majestic est gratuit ou payant. Alors, Majestic SEO, c'est comme SEMrush, vous avez une version gratuite dans les 2 cas, mais qui limite très vite les données. Donc en fait, très vite, vous allez commencer à vouloir, creuser, donc très vite, ça va être bloqué. Sur la partie lien, donc comme Majestic, malheureusement, vous n'aurez pas d'outil vraiment gratuit qui vous donne toutes les données. Par contre, sur la partie mots-clés, vous avez des petits outils qui peuvent être gratuits. Vous avez notamment, alors attendez, je ne veux pas vous dire de bêtises, vous avez Ubersuggest, par exemple. Heu, je peux vous le mettre dans le chat si vous voulez, qui donne pas mal de choses en version gratuite. Discussion, hop, je ne sais pas si vous voyez le lien que je vous ai envoyé à tous de Neil Ouais. Patel. Voilà, il y a un petit outil, gratuit qui vous donne des données. Alors il y en a plein d'autres, hein, mais l'idée c'est d'essayer de dégrossir, d'avoir un maximum de données pour ensuite pouvoir travailler. Une autre question d'un participant, au bout de combien de temps peut-on voir les résultats de l'optimisation de son site web? Alors là encore, c'est très variable. Vous avez des optimisations sur lesquelles vous n'allez pas sentir l'effet immédiat. Je vais donner un exemple. Imaginons, vous faites une correction technique, je sais pas moi, sur un certain type de balisage sur votre site. Vous allez des fois pas avoir le changement du jour au lendemain. Pourquoi? Parce que dans certains cas, en fonction de la requête, en fonction de vos concurrents, vous aurez toujours un petit décalage, Ah, et puis c'était pas le critère déterminant. À l'inverse, on a des clients, des fois où il suffit d'une toute petite action sur un contenu pour directement se positionner. Un exemple récent, on a eu un prospect qui est venu à l'agence, qui nous avait expliqué, alors je ne saurais plus vous dire l'expression concernée, mais il avait une expression sur lequel il était en bas de première page, donc il y avait déjà du référencement. Mon associé qui regardait un peu son projet a dit: «Ah bah tiens, on a juste détecté que votre page d'accueil, il y avait tel défaut». Ils ont corrigé le défaut, ça leur a pris 2 minutes et ils sont top 3. Ils ont été top 3 dès le lendemain. Donc ah. c'est très variable. Après, il faut quand même retenir, normalement, en règle générale, ça prend du temps. C'est-à-dire que les actions de référencement naturel, pour vraiment être ressenties, faut compter entre 2 et 6 mois en général. C'est un bon ordre d'idée de grandeur pour, le moment où vraiment vous commencez l'optimisation et le moment où vraiment elle porte entièrement ses fruits. On va dire, ouais, ouais, entre 2 et 6 mois, c'est un bon ordre de grandeur. Une autre question,
À quel niveau, sur une échelle de 1 à 5, ces connaissances techniques sont importantes pour les journalistes? Ils peuvent eux-mêmes acquérir ces compétences ou faut-il toujours recourir à un expert? Alors, il y a 2 types de compétences techniques. Il y a les compétences techniques sémantiques. Donc ça, honnêtement, tous les journalistes, tous autant que vous êtes, tout le monde est capable de les apprendre. C'est des choses qui vont être très basiques. J'ai parlé, par exemple, tout à l'heure, très rapidement du balisage HN. Je suis rentré un peu dans le détail, pas très longuement, j'aurais pu en parler très longtemps encore, mais de la balise title, de la description. Ça, c'est ce qu'on appelle les optimisations techniques du contenu qui sont assez basiques en fait, enfin comme basiques, dans le sens où ça s'apprend vite, il y a pas besoin d'être développeur pour les comprendre. L'idée étant de juste correctement, faire les choses. Je vous donne juste un exemple. Là, je reprends l'article, alors je vais pas prendre un article d'actualité, je vais prendre un article de fond du site du Monde. On va aller dans emploi par exemple. On va aller dans une section, tout est payant forcément chez Le Monde. On va prendre un autre site, ça va être plus simple. On va prendre Libération. Prenons un article qui n'est pas que pour les abonnés. Décidément aujourd'hui, il n'y a que des articles pour les abonnés, 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 abonnés. Ça, c'est l'actualité. Prenons cet article-là. Vous allez avoir donc ce que je me disais, le balisage HN. Donc c'est le balisage HN que j'ai juste cité, c'est le fait de structurer correctement vos contenus. En gros, pour le journaliste, ça veut dire juste mettre des titres à l'intérieur de son contenu. C'est-à-dire que vous avez le titre de l'article, mais à l'intérieur, vous allez avoir des titres pour différentes sections. Et en fait, nous, ça se retranscrit dans des petits outils. Par exemple ici, où là, ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle le plan du contenu. Donc ici, par exemple, j'ai l'article qui s'appelle «Deux enfants palestiniens ont été tués par l'armée israélienne à Jenin». Et ensuite, ici, vous avez 4 titres, 4 sous-titres que le journaliste a écrits. Ça, c'est le base de la chaîne, c'est des compétences qui s'acquièrent assez facilement. Par contre, c'est des choses que vous pouvez maîtriser, mais il y a quand même tout un aspect technique où il vous faudra forcément un développeur ou un webmaster pour les maîtriser. Parce qu'il y a plein de problématiques techniques que vous n'allez pas voir vous, et comme vous ne les verrez pas, lui, le moteur de recherche, lui, les verra et ça va lui poser problème. Je vous donne un exemple qui est tout bête, mais dans l'écran que je vous avais partagé tout à l'heure sur la page Georges Ramos, vous aviez une image qui était introuvable à droite. Je ne sais pas si vous avez fait attention dans l'écran. Bah, cette image introuvable, lui, Google va voir qu'il y a une image qui est introuvable. Donc ça va faire chez lui ce qu'on appelle une 404. Et bah, s'il a beaucoup de 404, le moteur de recherche, bah, il peut vite juger comme vos pages comme étant moins qualitatives. Et donc des fois, le journaliste, il va pas les voir, en fait. Il va pas voir qu'il y avait des erreurs sur son site, parce qu'il voit que la partie visuelle, qui va se dire: «Bah, ça marche, il y a pas de souci». Alors que peut-être que derrière, il y a dans le code plein d'erreurs et plein de problématiques qui vont nuire au référencement naturel. Avant-dernière question, puisque nous avons largement excédé le temps imparti. Euh, voilà. Quelle stratégie de référencement web marche le mieux? Alors, aujourd'hui, si je devais dire quel est le critère numéro un qui fait qu'un contenu se positionne, non, c'est dans ce sens-là la question? C'est dans cette optique-là, hein, qu'est posée la question, de savoir, par quoi je commence, Ah, alors, ça va dépendre de la taille de votre site. Sur un très gros site, nous, on commence par la partie technique. Pourquoi? partie Parce que si technique. je corrige un problème technique, je vais le corriger sur 100 des pages. Et imaginons que j'ai 100 000 pages, ça veut dire que d'un seul coup, j'ai amélioré la qualité de 100 000 pages de mon site internet, donc je vais avoir un énorme boost. Donc plus je suis gros, plus l'aspect technique doit être pris en premier lieu. Ensuite, j'aime bien aussi souvent prendre la technique en premier parce qu'en fait, théoriquement, une fois que c'est fait, on n'y revient plus. Enfin, si le travail a bien été fait et j'ai corrigé techniquement le site, sauf cas particulier, je ne vais pas avoir de grosses problématiques qui vont revenir, c'est fait et on peut avancer. Paradoxalement, ce qui marche énormément, c'est les liens. Heu, un bon contenu avec peu de liens va moins bien marcher qu'un contenu de mauvaise qualité avec beaucoup de liens. Le lien reste quand même un des critères, principaux du moteur de recherche en termes d'optimisation de référencement naturel. Ça, c'est vraiment des choses qui vont être importantes et qui vont avoir un impact en termes de référencement naturel. Et ensuite, la partie contenu, bien entendu, la réponse aux besoins. Alors, je vois que la vidéo a figé de mon côté. Je ne sais pas si je suis toujours en ligne. Est-ce que vous m'entendez toujours? J'ai l'impression que ça a coupé. Est-ce que vous m'entendez ou pas?
Je crois que je suis tout seul. Est-ce que vous pouvez juste, les, différents participants dans les questions-réponses ou dans la partie chat me dire si vous êtes toujours en ligne, et si vous m'entendez toujours correctement? Ah, je vois une petite main qui se lève, donc je suppose que vous m'entendez, donc mais donc oui, juste pour finir à ce moment-là, en attendant qu'ils reviennent, hem, ouais, la partie vraiment technique, souvent, c'est la partie, nous, qu'on aborde en premier, et après la partie popularité, puis la partie contenu. Sachant juste, en tant que journaliste, vous avez la chance dans le sens où vos sujets peuvent vraiment donner envie d'être partagés. C'est-à-dire que si vous arrivez à traiter de manière vraiment optimale un contenu, un sujet d'actualité quel qu'il soit, potentiellement vous allez être repris par d'autres sites de presse, par d'autres gens sur leur blog, sur leur site personnel, sur leur site d'entreprise, et cetera, et donc des fois on peut décupler, la portée d'un article ou d'un contenu qu'on serait, amené à publier. Donc voilà un petit peu les différents aspects qui peuvent entrer en ligne de compte. Je crois que nous avons perdu notre animateur pendant cette petite session. Alors, en attendant qu'il revienne, je vais reprendre voir si vous avez d'autres questions. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Que faut-il faire après avoir réussi l'optimisation d'un site qui a gagné un grand nombre de visiteurs, d'un point de vue financier? Alors ça, c'est juste pour être sûr de comprendre la question, c'est comment est-ce que je rentabilise, enfin, je suppose que la question, c'est comment est-ce que je rentabilise mon trafic? Heu, là, pour le coup, ça va être très, très, très variable. Vous avez bien sûr la publicité tout simplement. Vous avez des plateformes publicitaires comme AdSense, des choses comme ça qui vont mettre des encarts publicitaires et qui vont vous permettre d'avoir, hem, en fonction du nombre de clics ou nombre d'affichages, des revenus publicitaires. Vous avez aussi ce qu'on appelle l'affiliation, c'est-à-dire, vous faites avec des régies d'affiliation des liens vers, différentes comment ça s'appelle, problématiques, différents pardon, pas problématiques, différents produits, différents services, et si les gens achètent, vous êtes rémunéré et vous touchez une commission, donc ça, c'est aussi un autre moyen, et après, c'est tout simplement la vente d'espace. Vous avez des grands sites de presse, hein, connus donc en France en tout cas, puis je sais qu'à l'étranger aussi, dans d'autres pays, c'est une pratique qui est courante, où vous vendez de la visibilité, vous vendez ce qu'on appelle les articles sponsorisés, heu, à une entreprise, à un service, à un produit. Voilà, c'est aussi un moyen très facile de comment ça s'appelle? De comment ça s'appelle? De rentabiliser, un site internet. Donc voilà pour cette question. Je les reprends dans l'ordre, voir si j'en ai oublié. Celle-ci, j'ai répondu, celle-ci aussi, je redescends. Donc là, tout le monde qui me répondait que vous m'entendiez, donc ça, c'est parfait. J'ai vu un ami qui a un site avec cette statistique 200 000 pages vues par mois. Qu'est-ce que cela dit du site? Alors, en soi, ça ne veut rien dire, parce que 200 000 pages vues, ça veut dire, 200 000 affichages de pages web. Ça ne veut pas dire que ces 200 000 pages web sont intéressantes ou pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, des fois, vous allez apparaître sur des expressions, faire venir des visiteurs sur votre site, sur des expressions qui sont pas forcément, pertinentes. Dans le sens où finalement vous, c'est pas celles qui vont vous apporter soit de la notoriété, soit du business, de «l'argent» entre guillemets. Nous, par exemple, à l'agence, on avait un article très vieux qui permettait de comment ça s'appelle? Comment dire ça? Qui permettait de faire, son cahier des charges pour créer son site internet, et cetera. Sauf que nous, à l'époque, on faisait pas du tout de création de site internet, donc l'ensemble des visites et des pages vues sur cet, article-là ne nous a pas permis de gagner de l'argent, en tout cas de vendre de la prestation. Donc 200 000 pages vues, c'est très dur de dire si c'est bien ou pas bien. Heu, théoriquement, sur des gros sites d'actualité, donc des thématiques très, très génériques, c'est assez peu. Par exemple, 200 000 pages vues pour Le Monde, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, c'est pour, je pense, j'imagine, très peu pour eux. Mais pour un petit site, de niche ou un site qui démarre, c'est déjà très bien. Donc ça permet voilà, de savoir ça. Et dernière question que je vois, est-ce bon de rendre public le trafic sur le site ou faut-il le masquer? Alors là, pour le coup, je ne suis pas sûr de comprendre la question. Est-ce que c'est dans le sens avoir un compteur de visite?
Est-ce que c'est ça la question ou c'est, ou je l'ai mal compris? Donc, je veux bien éventuellement une petite, ça s'appelle, juste une petite, précision pour pouvoir répondre à sa question. Et je vois aussi une personne qui a levé la main dans le chat. Est-ce que c'était pour faire coucou? Est-ce que c'était pour prendre la parole? N'hésitez pas à me dire dans les questions-réponses. Et puis si vous avez d'autres questions, je suis encore là, donc n'hésitez pas. Redites-moi. Donc afficher le compteur de trafic sur le site, alors en soi, donc ça ne sert à rien en référencement naturel, d'accord? Afficher sur son site le nombre de gens qui ont cliqué, et qui ont vu une page web, un de vos articles, ça n'impactera pas le référencement naturel du tout. Par contre, pourquoi pas pour rassurer l'internaute, pour lui dire: «Bah tiens, il y a déjà, 10 000 personnes qui ont lu cet article, donc théoriquement, c'est que l'article est pertinent, en tout cas est intéressant». Donc en tout cas, voilà, ça c'est des choses, qui peuvent être faites, mais en tout cas, si je me place du point de vue du référenceur, c'est pas du tout quelque chose qui va être intéressant. Que faut-il faire si on constate la perte de données du site et que le webmaster sont incapables de les récupérer? Alors là, c'est pareil, je vais avoir besoin juste d'une précision sur la question. Est-ce que c'est dans le sens où est-ce que le site est cassé? D'accord, il y a une erreur technique, puis on a perdu, 300 articles. Normalement, si c'est bien ça la question, normalement l'hébergeur, celui qui héberge votre site internet, va avoir un système pour justement, faire en sorte que vous ayez des sauvegardes régulières et donc normalement, en remettant une sauvegarde, vous allez retrouver les contenus qui ont été perdus. Donc ça, c'est des choses qui vont être importantes. Ensuite, j'ai encore 2 dernières questions, puis je vous propose qu'on s'arrête là, à ce moment-là, pour les questions-réponses. D'abord, je vais prendre la toute dernière. Si c'est un portail qui couvre une large zone géographique, est-ce que c'est très difficile à référencer? La réponse est non. C'est pas difficile, mais c'est plus complexe. Un des exemples que je peux vous donner, ce qu'on avait travaillé il y a longtemps pour le site qui s'appelle Jeune Afrique, qui parle justement de tous les pays africains et qui parle pour l'ensemble de ces pays africains de toutes les thématiques qui peuvent exister, que ce soit l'actualité, la politique, l'histoire, la culture, et cetera. Donc c'est pas dur, c'est juste beaucoup plus, compliqué parce qu'il faut être capable, dans l'ensemble des publications, de ranger correctement, de dire: «Tiens, ça c'est un article politique, sur l'Algérie. Ça, c'est un article culturel sur le Cameroun. Ça, c'est un article économique sur, l'Afrique du Sud. Ça» enfin et cetera, et cetera. Donc c'est c'est pas que c'est plus difficile, c'est que c'est beaucoup plus complexe et par contre, une précision, ça demandera beaucoup plus de moyens parce que forcément, j'ai beaucoup plus de contenu à rédiger si ma zone géographique à traiter est beaucoup plus grosse. C'est forcément, j'ai besoin de plus de moyens. Autre question, quel est le nombre de mots minimum pour un bon article sur un site? Alors c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, il n'y a pas de nombre de mots. Le bon nombre de mots, c'est: est-ce que moi, journaliste, j'ai répondu aux besoins? Est-ce que j'ai traité tout le sujet, concerné? Si oui, vous avez un contenu suffisamment long, sinon, bah, ça veut dire qu'il faut juste, justement retravailler cet aspect-là pour pouvoir, être C'est toi, exhaustif. c'est toi. En règle générale, on dit en général 300-400 mots, c'est quand même une bonne base, mais en soi, il n'y a pas de nombre de mots minimum pour, parvenir, correctement à de bons résultats. Je ne suis plus seul, mon animateur est revenu. Je pense que alors, j'ai eu une situation imprévue, une coupure d'électricité. C'était pas Ah, possible ça en fait. arrive. Ça vient juste d'arriver. Aïe, aïe, aïe. Ouais, il y a pas de souci, nous on a Ouais. continué en attendant. Je ne peux que vous dire merci parce que je pense que franchement, vous avez passé un merveilleux, on a passé un merveilleux moment avec vous. On a eu plein de conseils, de ressources, de précieuses recommandations et ce webinaire, je vais vous le dire honnêtement, ça a été vraiment magnifique. Merci Merci. encore pour votre disponibilité, pour ce temps précieux que vous avez pris pour préparer cette présentation et aussi pour rester jusqu'à 13h45, 14h, 15h de froid de Paris. Merci sincèrement et au nom de tous les participants qui nous suivent de plusieurs pays, de la France, des pays d'Afrique francophone, de la Suisse et du Québec, je vous dis merci et aussi en mon nom personnel pour
ce webinaire que je trouve vraiment, vraiment intéressant parce que les journalistes ont besoin d'audience et avoir beaucoup plus d'audience est une réponse aussi à la désinformation. Lorsque les gens ont besoin d'une information fiable, d'une information qui n'est pas manipulée, ils doivent aller sur des médias crédibles, sur des médias qui offrent une information de qualité. J'ai toujours pensé, j'ai toujours dit qu'une information de qualité peut sauver des vies. Et lorsqu'on a une information qui est utile pour soi, qui nous permet de faire des choix éclairés, qui nous permet de prendre le bon chemin, c'est une information utile pour la société, utile pour l'avancement aussi de la démocratie. Et les médias qui font ce travail-là ont besoin d'être visibles auprès des jeunes, auprès de ceux qui consomment l'information. Et avoir un bon référencement permet aussi d'atteindre cet objectif-là. Merci, monsieur Daniel Roche, pour encore une fois cette session de partage qu'on a eue ensemble. Et je pense que si les journalistes ont encore des questions éventuelles ou veulent aller plus loin avec votre agent, votre contact, il est disponible. Ils peuvent vous contacter sur les réseaux sociaux. Vous êtes très disponible sur les réseaux sociaux. Et au soit aussi, il peut bien sûr, je ne fais pas une pub, mais vous pouvez aussi me contacter pour ce qui contient l'audience des médias. Merci encore une fois et bon après-midi chez vous. Et merci à tous les participants aussi qui nous ont suivis depuis le début, qui sont restés fidèles avec nous. Et désolé pour cet imprévu que j'ai eu. J'ai eu une coupure d'électricité. Voilà. Je suis J'ai répondu revenu au direct. moment où, voilà, les aléas du travail en ligne. Encore une Bah, fois, merci en tout cas. Merci pour l'accueil, merci pour l'écoute aussi. Et puis en tout cas, ouais, si vous avez des questions ou des besoins, n'hésitez pas à me recontacter sur les différents réseaux ou directement sur le site de l'agence SOMX. On répondra à vos questions avec grand plaisir. et s'il y a parmi vous des journalistes qui ne sont pas encore membres de ce forum du Centre international pour les journalistes, vous pouvez nous rejoindre sur Facebook. C'est un forum qui existe en 5 langues et nous avons plus de 15 000 journalistes qui sont membres de nos forums. Au revoir encore une fois et à jeudi prochain. Bye À bye. bientôt.